Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'actualité, vous le savez, la frontière entre la Gambie et le Sénégal a été ouverte ce matin après plusieurs semaines de tension entre les deux pays. Les autorités des deux pays ont signé un accord dans ce sens hier, cela grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Le président Alpha Condé a contribué à amener les autorités sénégalaises et gambiennes à planir leurs divergences et à s'entendre sur un accord. On se souvient que lors de son passage à Banjul, le professeur Alpha Condé avait appelé les responsables des deux pays à privilégier le dialogue en mettant en avant l'intérêt des peuples gambiens et sénégalais. L'Afrique célèbre demain, mercredi, le 53e anniversaire de l'Union africaine sous le thème Année 2016, année des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. À propos, nous vous proposons un extrait de la déclaration du gouvernement lue par le ministre d'État à la justice, garde des Sceaux, au micro de Marthe Morat-Camara. Le débat international est centré à l'heure actuelle sur la promotion et la protection des droits de l'homme, et notamment ceux des femmes, pour concrétiser au XXIe siècle l'une des promesses de la Charte des Nations Unies, à savoir l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'égalité des sexes. Au-delà de 2016, la prochaine conférence au sommet prévue en janvier 2017 adoptera un plan d'action de 10 ans dans le cadre du document intitulé « Plan stratégique d'action pour les droits de l'homme en Afrique ». Face à ces défis, le gouvernement et les partenaires sociaux sont invités à harmoniser les politiques et les cadres juridiques au niveau national, régional et continental, en particulier la Charte de l'unité africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits de l'homme en Afrique, ainsi que les différentes conventions internationales en la matière. La République de Guinée, qui a rempli pleinement 2 mandats successifs au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de 2012 à 2016, en la personne du chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, a poursuivi sans relâche ses efforts pour apporter sa contribution significative à la résolution des conflits sur notre continent. C'est le lieu de saluer la mémoire de nos braves soldats tombés sous le champ d'honneur au Mali. Que leur âme repose en paix. Puis, dans sa déclaration, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a salué la désignation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, par ses pairs comme coordinateur du grand projet d'électrification du continent suite à la COP 21. À propos justement de la célébration de la fête de l'Union africaine, conformément aux dispositions du décret du 1er août 1995 instituant la fête légale en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mercredi 25 mai 2016, jour de la fête de l'Union africaine, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs de Guinée. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour améliorer les services de télécommunications dans la sous-région? La question est en débat ici à Conakry. La rencontre mobilise les directeurs de régulation des télécommunications de l'espace CEDEAO pour 4 jours. Mamadou Saliouba, reportage. Ils sont des directeurs de régulation des télécommunications des États membres de la CEDEAO, des équipementiers et autres experts en télécommunications à prendre part à cette rencontre de Conakry. Durant 4 jours, ils vont plancher sur l'amélioration de la qualité des services réseau mobile dans la sous-région ouest-africaine. La qualité de service repose sur les indicateurs prédéfinis et homologués par l'Union internationale des télécoms ou par l'ensemble des régulateurs. Donc sur ce,
il est important de comprendre que la plupart des liens utilisés par les opérateurs est par des zones hertziennes. Et ces zones hertziennes sont tributaires des conditions atmosphériques. Donc il est extrêmement important de pouvoir faire un meilleur dimensionnement des réseaux, mais aussi investir dans d'autres infrastructures numériques pour pouvoir faire face efficacement à la problématique liée à la qualité des services mobiles. Cette rencontre est aussi une plateforme de partage d'expériences en matière de régulation des télécommunications entre les États de la sous-région. Quant aux équipementiers et autres experts en télécommunications, ils vont définir le matériel adapté à la sous-région. Mieux, ils tenteront de trouver des solutions aux obstacles qui détériorent la qualité de la communication dans l'espace. Cette rencontre d'abord est consacrée à l'étude de la qualité du service pour les réseaux mobiles. La qualité du service, c'est un paramètre difficile à saisir parce que ça dépend de quel côté tu te mets. Si c'est le consommateur, si c'est le régulateur ou si c'est l'opérateur. Chacun d'eux joue sur certains paramètres. Malheureusement, ils n'arrivent pas à tout dompter. Par exemple, les paramètres qui sont liés à la nature, à l'atmosphère, aux conditions de propagation, ne sont à la portée d'aucun d'entre eux. Cependant, ils ont le devoir de travailler ensemble, ce trio, pour assurer le bien-être du consommateur et profiter de tous les progrès technologiques du moment. Les conclusions de cette rencontre seront pour la sous-région un guide en matière de régulation des services de télécommunications afin de satisfaire la trilogie opérateur, consommateur et régulateur. Ici, l'enjeu est d'améliorer la qualité de la communication au bénéfice des consommateurs. Salut, merci pour ce reportage. La société minière de Bokeh a été présentée au gouvernement. Elle emploie plus de 2000 personnes. Le coût global d'investissement s'élève à 500 millions de dollars pour cette première phase. La société exporte 500 tonnes par an vers la Chine. Les précisions de Adi Kamara. La société minière de Bokeh, SMB en abrégé, est un consortium de 3 entreprises actionnaires. Ici, le directeur général de la société procède à la présentation du projet tout en insistant sur l'état d'avancement des travaux. Déjà, les 3 plateaux identifiés à Katougouma, les travaux concernent le fourrage, le dynamitage, le concassage et le chargement. Les opérations s'effectuent 24 heures sur 24. C'est un grand projet de mutualisation d'efforts humains, mutualisation économique, puisqu'il fait appel à de nombreux partenaires. C'est un message porteur d'espoir qu'on vient de délivrer aujourd'hui pour dire que oui, c'est possible de travailler dans une logistique technique et humaine pour que la Guinée trouve sa place de numéro 1 dans le secteur minier, la bauxite en ce qui nous concerne. 280 camions d'une capacité de 100 tonnes par voyage permettent d'exporter 500 tonnes de bauxite par an vers la Chine pour une prévision de 3000 tonnes. La SMB est un modèle de développement rapide. Notre projet est arrivé en un temps record à une maturité, en tout cas, pour pouvoir exporter une quantité de bauxite significative, environ 1 million de tonnes par mois, ce qui va contribuer de manière très forte au développement de l'économie guinéenne qui en a grand besoin en ce moment. Et ce projet mérite d'être accompagné par le gouvernement, par toutes les parties prenantes pour que nous puissions l'assister dans son développement dans les meilleures conditions possibles. Surtout renforcer les différents aspects en termes non seulement d'accélération de la production au niveau commercial, mais tous les éléments de responsabilité sociale des entreprises qui ont été présentés aujourd'hui, la contribution au niveau de la communauté, les questions environnementales, tous ces éléments-là, que ce soit sur le plan commercial, environnemental et social, doivent être renforcés et la société mérite d'être accompagnée dans ce sens-là. En phase de construction et d'extension, le projet injecte plus de 15 millions de dollars américains par mois dans l'économie guinéenne, ce qui encourage et rassure le Premier ministre. Le résultat que nous voyons ici, nous parlons quand même des quantités qui sont de l'ordre de la production d'une compagnie comme CBG en un temps record. Je crois que cela mérite d'être souligné et d'être apprécié à sa juste valeur. Le travail qui est en train d'être fait
va permettre à notre pays de progressivement occuper la place qui doit être la sienne sur le marché mondial de la bauxite. Donc nous ne pouvons qu'être réjouis par ces initiatives qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique initiée par le chef de l'État visant à attirer et conforter les investissements privés dans notre pays. 500 millions de dollars américains, c'est le coût d'investissement du projet. Et 2000 personnes travaillent sur les différents sites du projet. Projet qui porte en filigrane l'avenir de la localité avec la construction des infrastructures sanitaires et scolaires. En plus bref, en image, à l'hémicycle, les députés examinent de nombreux projets de loi. Vous le voyez donc en image. Les travaux en intercommission se poursuivent. Le président de l'Assemblée nationale invite les parlementaires à maintenir l'ardeur au travail pour que le temps perdu soit rattrapé. La première dame de la République a reçu en audience les responsables de l'ONG, la chaîne de l'espoir basée en France. On se rappelle que ce sont ces médecins qui ont fait l'opération des enfants siamois et ont évacué 10 autres enfants malades sur Paris. Cette action est possible grâce à l'implication de la première dame de la République, Aya Yene Kondi. Voici le reportage de Ali Badara Kondi. Après la réussite de l'opération chirurgicale des enfants siamois en France, les responsables de l'ONG La Chaîne de l'Espoir sont reçus par la première dame de la République. Professeur Alain Deloche et Dr Eric sont venus réitérer leur engagement à accompagner Aya Yene Kondi à travers sa fondation pour la prise en charge et l'évacuation sanitaire des enfants victimes de malformations. Il s'agissait d'abord de faire le bilan avec la première dame de ce que nous avons fait. D'abord, les jumeaux Barry, Hassan, Boubacar, ça a été une histoire formidable. Ça a été une histoire qui a marqué probablement la Guinée, mais aussi la France. C'est que ça a énormément ému. Et ensuite, il y a eu 10 enfants atteints de pathologie cardiaque, de rétrécissement de l'œsophage horrible parce qu'ils avaient bu de la soude. Et donc d'autres enfants, 10 enfants ont été opérés. Donc c'est une histoire médicale qui continue et nous réfléchissons à la suite. La suite, c'est dès lundi, nous allons consulter d'autres enfants à Ignazdine. Nous allons réfléchir comment prendre en charge ces enfants cardiaques avec notamment les outils numériques pour pouvoir faire des échos cardiaques avec les meilleurs spécialistes de Paris, avec la sonde ici en Guinée. Grâce au partenariat entre la Fondation Prosmi et l'ONG La Chaîne de l'Espoir, 10 autres enfants ont déjà été évacués et opérés à l'hôpital Necker de Paris. Un ouf de soulagement pour la première dame de la République. La Chaîne de l'Espoir est une structure mondialement connue. Vous avez fait beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je veux que vous soyez avec nous en appui pour que cet hôpital, dans 2 ans, que nous puissions dire en Guinée aussi, voilà, on a un hôpital de référence pour les enfants de Guinée. Juste après cette audience, ces responsables de l'ONG La Chaîne de l'Espoir se sont rendus dans la famille des jumeaux Barry, autrefois siamois. Question pour ces médecins français de s'enquérir de l'état de santé de ces tout-petits. Et puis, le sommet international de l'aide humanitaire s'est ouvert à Istanbul, en Turquie. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, M. Kirili Bangoura, qui dirige la délégation guinéenne. Nous y reviendrons. La lutte contre le chômage des jeunes en milieu rural. Cadres et experts réfléchissent sur la mise en route du nouveau mécanisme dénommé Asperge. La rencontre devrait favoriser la promotion de l'emploi et la réinsertion des jeunes. Mohamed Seyar Souma nous fait le point. L'agriculture, un outil de promotion de l'emploi et de réinsertion des jeunes. C'est le défi que se fixe le gouvernement guinéen et la FAO. Le sujet est en débat à Conakry, pendant que 2 tiers des Guinéens vivent en milieu rural, selon les résultats du recensement général de la population réalisé en 2014. La question interpelle l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Le projet Asperge devra contribuer à relever le défi de la formation et de l'insertion des jeunes, ce qui suppose l'adoption des approches innovantes et adaptées aux réalités du pays. Les dispositifs de formation technique et professionnelle existants, qui présentent leurs limites en termes d'adéquation de leur offre à la demande des milieux professionnels, se verront renforcés.
L'asperge est une alternative aux priorités conjointes gouvernement guinéen et FAO. Pour la campagne agricole 2016, 1760 jeunes sont identifiés pour appuyer 176 groupements en techniques agricoles. Nous pensons que les opportunités que regorge le milieu rural en Guinée, ces opportunités doivent être profitées par le jeune. Il faut que le jeune sache que dans le domaine rural, il existe des opportunités d'emploi. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu appuyer cet atelier pour qu'il y ait un partage dans un premier temps, un partage d'informations. Depuis 2010, des investissements sont consentis dans le secteur agricole. Désormais, les ambitions portent sur la formation professionnelle. Déjà, les pistes sont définies pour orienter les acteurs. Toutes les études qui existent au niveau du ministère de la Jeunesse et qui sont très abouties en matière de travaux HIMO en matière agricole, avec le Fonds national d'insertion des jeunes, avec toutes les initiatives et la politique d'emploi jeune qui existe. Donc je crois qu'à partir de tous ces documents, ils doivent pouvoir nous sortir des recommandations pertinentes et surtout réalistes. Ces recommandations seront au centre des 2 jours d'activité de l'asperge. Une réflexion sur l'agriculture au service de la promotion de l'emploi et de la réinsertion des jeunes. Les officiers de police judiciaire du tribunal de première instance de Kaloum reçoivent des félicitations. Ils peuvent désormais exercer leur activité dans la légalité. La cérémonie a connu une forte mobilisation à Kaloum. Le point avec notre reporter Yara Yalo. Ce document autorise désormais ces officiers, sous-officiers, commissaires et inspecteurs de police d'ouvrir une enquête ou d'émettre des convocations. En termes de la loi, tout officier de police judiciaire, pour qu'il ait la qualification, pour qu'il ait l'habilité, il faudrait bien que le procureur général prenne une décision pour faire de lui un officier de police judiciaire. Ce sont à eux que la loi a donné la prérogative de faire une enquête quand une infraction à la loi pénale est commise, de rassembler les preuves et de conduire les gens devant le procureur de la République qui, à son tour, va les envoyer devant la juridiction de jugement pour qu'ils soient fixés sur leur sort. Le procureur du tribunal de première instance de Kaloum a rappelé à ses nouveaux agents la nécessité de respecter les principes et procédures judiciaires. Afin de mieux suivre ces agents dans l'exercice de leur mission, un registre est ouvert. Ce registre répertorie et évalue toutes les activités menées par chaque officier de police judiciaire sur le terrain. Et puis finalement, le verdict est tombé au tribunal de première instance de Dixie dans l'affaire Mariama Kouta Yalo, journaliste à la RTG, décédée le 8 janvier dernier des suites d'une intervention chirurgicale. Le tribunal a condamné les 3 médecins accusés à des peines allant de 4 à 5 mois d'emprisonnement et au paiement d'amende. Dossier à suivre. Le ministre d'État à la Justice, Garde des Sceaux, a animé lundi une conférence de presse à Conakry. Objectif, expliquer et informer les populations sur les questions judiciaires. 12 points ont été débattus, parmi lesquels les violences faites aux femmes et les procédures judiciaires. Alcine Pascaldine. Au cours de ce point de presse, des sujets d'actualité qui diffèrent la chronique, tels que le décès d'un des gardes-corps du président de l'UFDG, celui de la polémique autour de Sable Mining Africa Limited et les différentes procédures judiciaires engagées dans les régions ont été aussi abordées. On peut dire ce qu'on veut, M. Ba est décédé à l'hôpital Niasdine, 5 jours après son admission, sur la base d'une ordonnance d'hospitalisation. Le juge d'instruction qui gère ce dossier a déjà commencé ses diligences. C'est important que vous le sachiez, puisque j'ai ici copie d'un courrier que le juge a adressé au ministre des Mines et de la Géologie, où il demande des pièces pour nourrir le fond de son dossier. Dans cette affaire, c'est une ONG britannique qui accuse que cette mine a été donnée sans respecter un certain nombre de règles par biais de corruption. Donc, les gens qui sont cités là-dedans vont s'expliquer devant la justice. Dans la même dynamique, le ministre Sakou a abordé tous les points relatifs à l'adoption des 4 codes, à savoir le code pénal, le code de procédure pénale, le code de justice militaire et celui civil. Sur les agents pénitentiaires, là aussi, on est dans ce corps où
un de mes anciens prédécesseurs avait recruté un peu n'importe comment. Plus de 600 agents ont été recrutés, dont certains ne venaient jamais. Donc là, il faut avoir le temps de faire un recensement pour voir ceux qui viennent concrètement dans les différentes maisons d'arrêt, alors qu'ils émergent sur le budget, ceux qui ont un minimum de compétences. Donc tout ça, ça prend du temps. On est dessus. Donc quand tout ça, ça sera prêt, leur statut sera également signé. Cette rencontre de donner et de recevoir entre le numéro 1 de la justice et la presse nationale a permis d'élucider la lanterne de l'opinion sur les questions d'ordre judiciaire dans le but de donner une image crédible à la justice guinéenne. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. L'un des plus grands falsificateurs des documents vient d'être arrêté à Conakry, vous allez le voir. Son nom, Abdoulaye Souma, il a été appréhendé à Kadak, à Matam, par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et du crime organisé. Moussa Komara le fait le point. Accusé de faux et usage de faux, Abdoulaye Souma serait spécialisé dans la confection des permis internationaux de conduire. Passeport, vignette, timbre fiscal, carte inter-État et beaucoup d'autres documents administratifs. Abdoulaye Souma a été appréhendé à Matam, aux alentours du centre d'administration des automobiles de Conakry, Kadak, par les services spéciaux de lutte contre la drogue et crime organisé après plus d'un mois d'enquête. Devant les caméras, le présumé coupable passe aux aveux. Nous arrivons dans ça, plaque montée autour. Je m'étais dérivé au véhicule. Un jour, mon ami est venu me dire « Tu es trop grand pour ce métier. Il faut adhérer au réseau de falsification des dossiers pour ne pas que tu restes sans apporter quelque chose à ta famille. » Je reconnais ma forfaiture, mais c'est quelqu'un qui m'a fait adhérer. La délivrance de ces faux documents porte préjudice à l'économie du pays. Ce document assurance, par exemple, est délivré par la Caisse nationale de sécurité sociale à 700 000 francs guinéens. Abdoulaye Souma et son équipe le délivrent à 100 000 francs à leurs clients. Les permis de conduire à 50 000 francs. Les permis là sont délivrés à certaines personnes qui n'ont jamais appris à conduire, qui ne savent pas du tout conduire et qui créent des accidents de circulation très graves. Donc ce qui complique aussi un peu le travail des services de sécurité sur le terrain, en ce sens que les véhicules volés, on change tout de suite les plaques d'immatriculation et les nouvelles cartes grises sont délivrées aux voleurs. Sur les documents délivrés par Abdoulaye, toutes les signatures sont falsifiées. Au bureau régional du centre d'administration des automobiles de Conakry, la technique est bien connue. Tous ces documents que vous voyez comme ça, c'est des faux documents. Ce que je peux vous dire, je peux vous montrer les originaux des documents que moi je signe. Tous ces documents, toutes ces signatures que vous voyez sur ces documents sont scannées. Je ne peux que remercier les gens de l'UCAD qui ont pu démasquer ces gens-là. Abdoulaye Souma n'est pas seul dans cette aventure. Les agents des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du crime organisé décident de poursuivre les investigations pour démanteler le cerveau du réseau. En attendant, ils déplorent le laxisme de certains cadres de l'appareil judiciaire. Moussa Komara, c'est un autre dossier à suivre. 7 jeunes présumés braconniers viennent de tomber dans les filets des agents de sécurité et de protection de l'environnement. Ces jeunes seraient pris en flagrant délit avec un crocodile qu'ils cherchaient à vendre, un acte puni par la loi guinéenne. Ça, Amaratorno explique. Ce crocodile d'environ 10 ans, loin de son milieu naturel, se retrouve dans le coffre d'une voiture. L'animal serait capturé à Koba dans la préfecture de Bofa par ce groupe de jeunes. Transportés à Conakry à bord de ces taxis à la recherche d'un acheteur, les présumés braconniers ont été mis aux arrêts. Ce crocodile, on l'a capturé à Koba. On nous a dit qu'il y a des gens qui peuvent l'acheter à Conakry. C'est pourquoi nous sommes venus le vendre ici. Selon les responsables de la sécurité environnementale, la capture et la commercialisation de ces reptiles est punie par la loi. Ces reptiles que vous voyez sont des espèces intégralement protégées. Ça, c'est le crocodile du Nil, Crocodylus niloticus.
la détention de ces espèces-là est condamnée par le code de faune. Celui qui détient ces espèces-là doit avoir des sanctions prévues par la loi. À l'image de ces crocodiles, nombreux sont des animaux sauvages victimes de cette pratique en Guinée. Un phénomène que comptent désormais éradiquer les agents des services de sécurité environnementale. Religion, avec la cérémonie de prière que vient d'organiser l'érudit de Kankan et l'âge Suleiman Sidibé dans son village natal à Yassoumana. De nombreux fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale. Suivez le reportage de Tcherno Ousmane Diallo. Venus du Mali, ils n'ont d'autre rêve que de rencontrer l'érudit de Kankan, El Hadj Cheikh Suleiman Sidibé, qui vient de faire forte sensation auprès d'eux après avoir détruit plus de 2000 fétiches dans leur pays et chassé les mauvais esprits à Kaï. Ce qu'on a vu au Mali, c'est l'incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'ai jamais entendu de l'histoire, si ce n'est pas Cheikh El Hadj Suleiman. Qu'est-ce qu'il a fait au Mali qui vous a impressionné? Bon, depuis qu'il est rentré au Mali, les lieux sacrifices, il a tout gâté, les gris-gris, il a tout gâté. Donc vraiment, on a très très content pour lui même. C'est à 30 km plus loin à Djansoumana que l'occasion va se présenter. Ce soir, l'érudit de Kankan organise dans son village natal une grande cérémonie de prière pour marquer le début de la deuxième quinzaine du mois précédant le Ramadan. De partout à travers le pays, ses admirateurs viennent participer à l'événement. Des délégations des pays limitrophes sont présentes. L'érudit, prie pour la paix en Afrique, invite les fidèles musulmans à la pratique d'un islam tolérant et fait des invocations pour qu'Allah accompagne les participants dans la réussite de leur projet. Devenu une icône, El Hadj Cheikh Suleiman Sidibé a récemment été désigné ambassadeur de l'UNESCO pour la paix en Afrique. Ses responsabilités lui conduisent à mettre toutes les occasions à profit pour organiser des séances de sensibilisation sur la paix. Je connais des grands prédicateurs partout en Afrique, même dans le monde. Mais voir quelqu'un qui est en train de pratiquer, faire vivre les enseignements, les traces, les traditions du Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vraiment je n'ai jamais vu quelqu'un comme Cheikh Suleiman Sidibé. Autrement appelé Karamo Solo, l'érudit de Kankan compte poursuivre ses efforts en faveur de la paix et combattre l'utilisation néfaste des fétiches en appelant à la pratique de l'islam. Religion toujours, la fondation Dantal Tiania vient de célébrer la 19e édition de Zihara sous le thème « Rôle et importance du soufisme dans l'islam ». L'événement a permis de rendre un hommage à El Hadj Tcherno Mohamed Lamine Sy, grand calife de Tiania de Guinée. En plus bref encore, et en image, nous revenons sur cet élément. Le sommet international de l'aide humanitaire s'est ouvert à Istanbul, en Turquie. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République qui dirige la délégation guinéenne. Nous reviendrons sur cet élément avec notre envoyé spécial François Marat. Voilà, c'est officiel. Luis Fernandez a démissionné. Il n'est plus l'entraîneur du Sili national de Guinée. Et il a fait une demande de séparation à l'amiable avec la Fédération guinéenne de football. Il a été remplacé par Mohamed Lapé Bangoura. L'annonce a été faite dans un communiqué de presse. Kadiatou Traoré commentaire. Recruté en avril 2015, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain quitte le Sili national au bout d'un peu plus d'une année de travail. Un recrutement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, en raison du statut d'entraîneur, consultant de radio et de TV de Louise. L'annonce a été faite ce lundi par la Fédération guinéenne de football dans un communiqué de presse. Luis Fernandez sera remplacé par Kamfour Lapé Bangoura pour diriger les destinées de notre 11 national qui est dans une position difficile. À égalité de points avec le Swaziland, 5 points chacun, et à 3 points de retard sur le Zimbabwe qui occupe actuellement la tête de la poule L. Lapé Bangoura est un entraîneur national et instructeur de la CAF de la licence A.
Il fut l'un des rares coachs à amener la Guinée en demi-finale des phases finales d'un tournoi continental après Addis 76. C'était lors de la 4e édition du CHAN Rwanda 2016. Il a aussi coaché le Baraka FC, l'Asfag et le Oroya pour ne citer que ceci. Mohamed Lapé Bangoura a été antérieurement entraîneur du Sili en 2010 avec un collège d'entraîneurs. Professeur de géographie par profession, souhaitons que la nomination de ce technicien local à la tête du Sili national nous apporte de son niveau. C'est bon? Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.